Bonjour, notre réalisation du jour, c'est une tarte cacao citron. Et ben vous m'en direz des nouvelles, on va la faire tous ensemble. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cru Life. Allez, on y va. Donc ce soir, on va faire une tarte citron cacao. Alors, c'est vraiment quelque chose à découvrir. Le cacao ne se sent absolument pas, ça amène juste la subtilité. Il va y en avoir juste une petite poignée dans la pâte, mais ça s'harmonise très très bien. Et la crème au citron, c'est comme disent mes enfants, c'est une tuerie. Voilà, ils ont vraiment adoré, mes fils, et moi aussi. J'avoue que j'ai fait beaucoup d'essais pour la tarte au citron. Et j'étais pas satisfaite. Je trouvais que ça n'avait rien à voir avec une tarte au citron qu'on trouve dans une pâtisserie. Les crèmes étaient trop riches. Là en plus elle est light. C'est vraiment, on utilise le agar-agar qui est une algue japonaise que les japonaises utilisent pour mincir. Et l'intérêt c'est que du coup on met très peu d'oléagineux et qu'on a une crème extrêmement légère et sympa. Donc voilà, on va attaquer. Il y a un petit peu de boulot. Les proportions que je vais vous donner, c'est pour une très grande tarte, une grande tarte même jusqu'à 12 personnes, d'accord? Donc moi je vais faire 2 moules, un moyen en cœur, que voici, et un petit, parce que si le caméraman n'y part pas avec sa tarte au citron, je pense que j'aurai plus jamais personne pour m'aider. Donc du coup, je lui en ai fait un. Donc voilà, donc on va y aller, on va attaquer. Tiens, au passage, j'ai mis la coco à fondre. Donc en fait, si vous voulez utiliser de l'huile de coco, l'intérêt c'est qu'à 20 degrés elle fige. Donc c'est super parce que c'est ce qui fait que souvent nos pâtes, nos crèmes prennent. Mais là en l'occurrence, il faut la doser. Donc pour ça, il faut qu'elle soit fluide. Donc moi je l'ai mis, j'ai un four qui se règle à toutes les températures. Je l'ai mis à 30 degrés au four. Comme ça elle fond tranquillement et on va pouvoir l'utiliser à notre convenance parce que là les appartements sont pas vraiment à 20 degrés. Donc pour notre recette de ce soir, vous allez avoir besoin d'un robot Laman S que voici. Hop. Donc quand on fait les pâtes, il faut être vigilant sur l'hydrométrie. Donc là, vous voyez en l'occurrence, ça sort de mon lave-vaisselle. Je laisse pas d'eau parce que si vous laissez l'eau, ça va coller et votre pâte, elle va être pâteuse, pas sympa, pas sableuse comme on la veut. Donc c'est important. Donc on prend le temps de tout bien essuyer. Voilà. Hop. Alors pour notre pâte, il y a plusieurs variantes. Moi je vais vous dire celle que je fais ce soir, mais je vais vous dire aussi une autre variante. Donc la base fixe, c'est les oléagineux. Donc pour cette pâte, c'est ma pâte fétiche à moi. Vous avez 150 g de noisettes. 150 g d'amandes. Et 250 g de dattes. Donc vous voyez, c'est des dattes, c'est les plus simples en fait, hein, mais c'est des fraîches. Par contre, moi j'utilise toujours des dattes fraîches, hein, pas pasteurisées. Et j'ai enlevé les noyaux, tout simplement. Donc c'est 250 g sans les noyaux. Hop. Et moi, je mets une toute petite poignée, regardez, hop, caméraman, voilà, une toute petite poignée de fèves de cacao crues et non torréfiées, hein, d'accord? Crues, ça veut dire non torréfiées. Donc elles sont pleines d'antioxydants et elles ont une petite amertume, mais avec un goût suave. Ça va amener à la pâte un goût top. Donc voilà, c'est la version que je vous propose ce soir. Ça n'aura pas le goût du cacao. Non, ce ne sera pas le goût du chocolat, mais il y a un petit truc en plus. Donc voilà. Et la vanille, parce que je ne sais pas cuisiner de la pâtisserie sans mettre de la vanille. Donc vous pouvez en mettre une demi-cuillère à café à 1 cuillère à café en fonction de votre appétence pour la vanille. La variante, c'est qu'au lieu de mettre du cacao, vous pouvez mettre des zestes d'orange ou des zestes de citron. Si vous êtes très citron, c'est top avec du citron. D'accord? Donc à ce moment-là, vous ne mettez pas le cacao, vous ne mettez pas la vanille. D'accord? Vous mettez juste le zeste. Et vous verrez, la pâte, elle est top. Moi, je l'utilise dans plein de recettes, cette pâte, avec le zeste de citron. Vous allez adorer. Donc, pour faire une pâte, je le dis toujours, mais je le redis encore,
il faut utiliser donc le robot la main S en mode pulse. Donc vous mettez votre couvercle. Le petit truc magique, c'est une fois que vous avez commencé à pulser votre pâte, vous rajoutez un tout petit peu d'huile de coco. Vous n'en mettez pas beaucoup, vous en mettez une cuillère à soupe. Mais vous la dispatchez, votre cuillère à soupe, dans l'ensemble de la cuve de votre robot. Et vous reprenez. Donc là, vous pouvez carrément mettre en mode classique. Alors, on contrôle la pâte. La mouture est pas mal, l'odeur est divine. Et petit rappel, pour savoir si votre pâte crue est prête à être utilisée dans votre moule, vous prenez une cuillère, hop, vous écrasez contre le bol du blender et si ça tient, c'est que c'est bon. Ouais, là c'est pas mal. Je vais quand même remettre un petit coup parce que ça tient, mais... Alors pourquoi elle pulse? Parce que c'est bien, je le dis à chaque fois, mais je ne l'explique pas, donc je vais quand même l'expliquer ce soir. En fait, quand vous pulsez, regardez, je vais le faire. La pâte qui est contre le bol revient vers la lame. Et en fait, ça permet de bien mélanger à l'intérieur de la cuve. D'accord? Beaucoup mieux que si vous le faites en continu. Si vous faites en continu, avec l'inertie, ça reste contre les parois et il y a toujours une partie qui n'est pas mixée correctement. Là, c'est parfait. Voilà. Donc la pâte est prête. Comme toujours, le plus long, bah, c'est pas de la faire, c'est de la mettre en place. Donc là, en plus, on a une grande quantité. Donc, alors, tac. Alors, vous répartissez votre pâte dans votre ou vos moules. Donc là, la difficulté, c'est qu'il faut faire des rebords. D'accord? Donc, il faut pouvoir avoir le fond, plus les trottoirs, comme on disait chez moi dans le temps. Donc vous répartissez bien avant même d'aplatir, pour qu'il y ait déjà une régularité au niveau. Voilà. Quand vous commencez à écraser, que ce soit pas tout dans un coin. Donc en termes d'épaisseur, il faut qu'il y ait à peu près, pour avoir une pâte fine avec des trottoirs, il faut à peu près presque 2 cm de sablé, hein, parce que ça fait vraiment un sablé. Hein. Avant d'écraser, bien sûr. Hein. Voilà, donc là aussi c'est bien réparti. Je vais vérifier qu'il y en a à peu près la même épaisseur. Comme ça, j'ai pas de surprise. Ouais, c'est parfait. Donc moi, j'ai l'habitude de faire à l'œil. Après, vous verrez, vous prendrez cette habitude. Hein. Vous arriverez à repérer. Hop, comment pratiquer? Tac, tac, tac. Alors. Ah bah, il est là, l'autre. Donc, mes ustensiles magiques, ce sont ceux-ci. Donc, celui-là, c'est normalement ce qu'on utilise dans un emporte-pièce. D'accord? Donc, c'est fragile, mais c'est très efficace. Ça vous fait des surfaces très planes.
Donc pour un fond de tarte, le fait que ce soit plane, c'est moins, comment dirais-je, moins intéressant, puisque bon, de toute façon, vous avez une crème à l'intérieur, donc c'est moins rédhibitoire. Par contre, par exemple, lorsque vous faites des biscuits, des choses comme ça, là, c'est très important, d'accord? Donc moi, j'aime bien cet ustensile-là. Et puis après, vous avez ceci. Donc là, en fait, on a beaucoup plus de poignes, d'accord? Parce qu'on ne le fait pas du bout des doigts, là, on le tient du bout des doigts. Donc, c'est pas toujours facile. Bon, là, le sablé, il est parfait, donc il n'y a pas de souci, il va se mouler correctement. À des fois, en fonction des recettes, le sablé n'est pas aussi malléable que celui-là. Donc, voilà. Après, c'est vrai que quand on a les bons ustensiles, on gagne beaucoup de temps. Donc, voilà, on va attaquer. Donc, moi, je vais attaquer, hop, fort. Donc, vous prenez par le centre. Vous faites d'abord le centre. Vous écrasez bien le centre. Toc. Et après, vous revenez vers l'extérieur. Et c'est comme ça que vous allez faire votre trottoir. Hop, on va faire pareil de l'autre côté. Là, il y a un gros centre. Alors là, pour éviter d'avoir les bras flasques qui tombent, c'est parfait de faire ces pâtes. Parce que ça prend toujours un peu de temps. C'est ce qui est de plus long en fait quand vous faites de la pâtisserie crue. C'est d'étaler la pâte. Après le reste, j'ai envie de dire, c'est la rigolade. Donc voilà. Donc on va bien aplatir le fond. Donc, moi je change d'ustensile pour le faire quand même bien plat. Voilà. Et après, obligé d'utiliser les doigts. Donc là, on veut mettre de la crème. Donc il faut pouvoir accueillir vraiment votre crème. Donc il faut qu'il y ait un certain rebord, assez important. Toc. Donc ça prend du temps, parce que si c'est mal fait, au moment de démouler, ça s'effondre. Donc en fait, vous ne perdez pas de temps à le faire correctement. Prenez bien ce temps-là, vous ne le regretterez pas. Alors, si comme moi, vous n'avez pas très bien réparti, vous utilisez cet ustensile comme un rasoir pour venir prendre d'un côté, mettre de l'autre. Donc, vous voyez, ça va super bien. Hop, vous voyez, là, j'ai pas beaucoup de pâte pour faire le rebord. Là, on teste votre patience. Moi maintenant je vois, j'ai l'œil, donc je sais quand ça va tenir ou pas. Donc à des fois je m'attarde, mais c'est pas que je cherche à fignoler, ou c'est qu'il faut le faire. Il faut vraiment prendre ce temps. Là on a beaucoup de chance parce que vous allez voir la crème qui va accueillir ce fond de tarte, qui va être accueilli par son tarte, pardon, est très ferme. Donc du coup, si la pâte elle est pas super bien faite, la crème va tenir l'ensemble, d'accord? Mais bon, c'est une habitude à prendre. Si vous voulez mon avis, faites-les bien comme il faut dès le départ. Comme ça, vous les ferez toujours bien et vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Parce que sinon, le jour où vous avez une crème trop molle, qui n'a pas eu le temps de prendre, ou je ne sais quoi, où les invités sont là et vous êtes à la bourre, et ben vous allez vous retrouver avec un truc qui se casse la figure. Et je vous garantis que c'est pas sympa parce que on y met du temps, du cœur, ça coûte de l'argent. Il n'est pas question que ça se tienne pas, quoi. Donc c'est important. Alors moi j'ai essayé plein de mélanges de fond de tarte. Celui-ci c'est un des moins chers, parce que les amandes et les noisettes c'est pas très cher. Et je trouve que c'est vraiment super bon. Ça accueille bien les arômes. Moi j'adore aussi avec tous les zestes de citron, d'orange. Vous pouvez donc à la place du cacao utiliser des zestes. Vous pouvez utiliser des huiles essentielles si vous les dosez avec une cuillère à café pour être sûr de ne pas trop en mettre. Donc sur une pâte comme ça, vous mettez 2 gouttes d'huile essentielle d'orange douce par exemple. C'est juste magique. Voilà. Donc si vous faites avec un autre fruit que le citron, parce que le citron orange, autant prendre le zeste, l'huile essentielle de citron dans ce cas-là.
Mais vu que j'utilise cette pâte pour plein d'autres gâteaux, bah, en fonction de ce que c'est, vous utilisez des huiles essentielles différentes ou des zestes différents. Là, en l'occurrence, pour votre crème, vous verrez, on peut utiliser le zeste de citron, mais moi, je préfère utiliser de la poudre, parce que j'ai testé au goût, c'est meilleur, la poudre d'écorce qu'on trouve dans le commerce, en magasin bio, et c'est sans comparaison. Le goût est vraiment bien meilleur. Il n'est pas question de gaspiller ce qu'on fait ensemble. Hein. Tout ce qu'on fabrique ensemble est consommé dans la famille ou par l'équipe. Donc pas question de faire du bloubi-boulga, histoire de vous faire quelque chose de visuel. Donc comme ça, au moins, vous savez en temps réel ce que ça représente comme travail et quel temps il faut que vous prévoyez. Elle colle légèrement là, ma pâte. Mais ça peut venir de mes dattes qui étaient bien fraîches. Bon, après, vous pouvez, si vous n'avez pas des dattes fraîches, vous pouvez utiliser des dattes dès l'instant où elles sont bio, à mon sens. Mais disons que les dattes fraîches, l'intérêt, c'est qu'elles sont crues. Donc, elles ne sont pas pasteurisées. Donc, on est dans l'alimentation vivante. Donc, il faut être cohérent jusqu'au bout. Hein. Donc, les dattes fraîches, vous les trouvez au rayon frais des magasins bio. Ouais, ça colle. Bon, allez hop, ça va aller. Après, vous pouvez vous appliquer à faire des rebords bien plats. C'est plus joli. Hein. La présentation est importante. Hein. Si vous voulez convaincre les gens avec l'alimentation vivante, il faut que ce soit bon, mais il faut que ce soit beau. Ça, je vous garantis qu'un enfant, vous lui faites un joli gâteau, une jolie tarte, il s'en fout, hein, que ce soit cru ou pas. Dès l'instant où c'est beau et c'est bon, hop. Et les hommes, c'est pareil, hein, entre nous soit dit. Hein. Du moment que c'est bon, et en plus si c'est beau, alors là, tac. Voilà, celui-là est fait. Alors, j'ai intérêt à bien la réussir parce que dans ma famille, ils adorent ce gâteau. Donc dans la famille, ils adorent cette tarte et ils l'attendent. Ce soir, je peux vous dire qu'en plus, je viens avec 2 gâteaux parce que j'ai un autre gâteau. L'art des fonds de tarte, c'est d'avoir vraiment la partie inférieure de votre fond de tarte doit être sans trou pour pas qu'il y ait de fuite de matière. Hein. D'accord, ça c'est très important. Là, je pense que je vais pas trop me casser la tête avec les rebords parce que je suis pas sûre que j'ai une très grande quantité de crème. Et de toute façon, ce qui est génial avec cette tarte, c'est que même si vous n'avez pas de rebord, vu que la crème est très ferme, tout de suite, très très vite, et ben en fait, vous pouvez la monter au-dessus des rebords. Donc visuellement, c'est très beau aussi. Hein. Donc, vu que là, que je vois que c'est un peu casse-noisette, on va dire. Ouais, j'ai pas eu de chance sur mes dattes. Après, si vous n'avez pas des dattes fraîches, vous pouvez utiliser de la pâte de dattes. Hein. Ça, c'est le truc à avoir tout le temps chez soi. Comme ça, quand vous avez envie de faire un truc vite fait, vous utilisez votre pâte de dattes. Vous n'avez pas à dénoyauter. Vous avez toutes les fibres, les sucres naturels, bien sûr. Vous avez quand même quelques minéraux, même s'il n'y en a pas autant que dans les fraîches. Mais il y en a quand même. Je crois que je vais tenter sur celle-ci le sans rebord. Ou presque pas. Comme ça, on fera une expérience ensemble. Les recettes, il faut les inventer, les tester et puis les peaufiner. Donc, hop, celle-ci, elle a été découverte cette semaine. J'ai adoré et toute ma famille aussi. Donc, c'est pour ça que je vous la livre. Parce que franchement, c'est une grande joie parce que la tarte au citron, c'est un grand classique dans la gastronomie, dans la pâtisserie française. Mais franchement, je vous assure que les essais que j'avais faits précédemment, c'était laborieux, quoi. C'était pas mauvais, c'était mangeable, mais c'était pas très bon, quoi. Allez, on va attaquer notre crème au citron. Alors là, c'est pareil, il y a plein de variantes. Je vais essayer de vous en faire part. Hop. Donc, tout d'abord, il nous faut alors une demi-cup de jus de citron. Alors,
Souvent, je les prépare, mes demi-cups, mes cups, tout ça, je vous les montre pas. Bah là, vous allez les voir. Donc, j'en ai des métalliques. Ça, c'est un quart, d'accord? Donc, le citron, il me faudra 2 fois ça. Souvent, je les prépare en avance, mais là, aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Un truc que je n'ai pas reprécisé, mais qui, pour moi, va de soi, mais quand même, ça vaut le coup de le redire. Surtout quand vous faites les pâtes, attention d'avoir les ongles parfaitement propres, d'accord? Et bien les mains très propres. Parce qu'il n'y a pas de cuisson derrière, hein. Donc... Alors, presse citron. Donc là, aujourd'hui, j'ai sorti le manuel. J'ai horreur de faire ça. Donc tout ça, vous allez le mettre dans le blender. En attendant. Au passage, j'ai vu qu'il y avait des pépins. Donc évitez les pépins. Ça donne de l'amertume à votre crème. C'est vraiment pas souhaitable. La pulpe ne gêne absolument pas, au contraire. De toute façon, passer au blender, il reste pas grand chose. Ah, j'ai pas mesuré, mince. Alors, je vais le faire. Il faut que ce soit précis avec le agar-agar. Donc, souvent, vous ne me voyez pas mesurer parce que j'ai un peu le compas dans l'œil. Là, par contre, il faut absolument que ce soit précis. Sinon, ça ne va pas prendre. Le citron, on ne peut pas le doser en citron. Enfin, beaucoup le font, mais moi, je vous le déconseille. Il faut le doser en quantité de jus. Parce que sinon, vous allez avoir des surprises. Et les surprises, c'est bien, mais pas en pâtisserie. Donc, je complète mon quart de cup. Voilà. Donc là, je suis bien. J'ai un quart, donc il me faut encore cette quantité-là. Donc là, vous voyez, j'ai mis un citron. C'est vraiment des super juteux. Donc, soit vous les conservez pour faire le zeste tout à l'heure, soit vous avez comme moi ces écorces des magasins bio là qui sont top. On va voir si le deuxième il fait un quart de cup. C'est bien, là on a une unité de mesure. On a vu que ça en avait fait un. Alors pour cette recette, s'il y en a un peu plus d'une demi-cup, c'est pas grave. Moi j'aime bien une demi-cup plus 2 cuillères à café de citron. Mais j'adore le citron. Donc c'est pour ça que moi je pars sur la demi-cup. Je suis plus sûre que ça correspond au goût de la majorité en fait. Moi j'aime vraiment ce côté très acidulé. Donc hop, bah là c'est bien, ça va me faire un peu plus, c'est exactement ce que je voulais. Donc là vous voyez il est plus juteux encore. Et moi je vais tout mettre. Parce que plus ça a le goût du citron, meilleur c'est. Hein, monsieur le caméraman? Hop, j'ai 3 fans de citron dans ce studio. Alors, après, une fois que vous avez mis donc votre demi-cup de citron, plus 2 cuillères à soupe au maximum, il faut que vous preniez une... attendez, je vérifie, pas vous dire... Oui, c'est ça. Un quart de tasse de noix de cajou. Mais là, je crois que j'ai été extrêmement généreuse. Là, il n'y a pas un quart de tasse. Il y a beaucoup, beaucoup plus. Alors, en plus, moi, j'ai pas mis des noix de cajou. Parce que je préfère les noix de macadamia. Mais bon, les noix de macadamia sont très chères. Ouais, il y a beaucoup plus. Il me semblait bien qu'à l'œil, ça allait pas du tout. Voilà, normalement, c'est ça. Allez, on peut encore en rajouter une et pas plus. Hop. Après, si vous aimez très crémeux, vous pouvez en mettre davantage, d'accord? Mais là, ça suffit largement. Vu que c'est cher, on y va à l'économie, d'accord? Toc. Donc, noix de cajou, ça marche. Noix de macadamia. Qu'est-ce que vous pourriez mettre encore? Je regarde qui fait très crémeux. Amandes, noisettes, non, ça ne correspond pas, ça va pas. Éventuellement, les noix du Brésil, éventuellement. Mais je pense qu'au niveau du goût, c'est pas aussi bien. Ouais, non, c'est vraiment essentiellement cela. Voilà. Alors, dans notre petite crème magique, il nous faut... Ça, c'est le petit côté
la petite pâte du chef. Donc vous mettez un tout petit peu de curcuma. Vous en mettez très peu, d'accord? Allez, à peu près un quart de cuillère à café, c'est bien. Ça donne la couleur et ça a un intérêt puisque c'est un anti-inflammatoire, antioxydant extraordinaire. Donc on l'utilise. J'en reviens pas que j'ai réussi avec 2 citrons. Ils sont vraiment top. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié notre écorce de citron. Donc là, écorce de citron, toc, 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 une demi-cuillère à café d'écorce de citron. Donc, si vous mettez des zestes, là, je mets une bonne demi-cuillère à café. Vous mettez une cuillère à café de zeste. Hein. Le zeste est moins aromatique que l'écorce que je mets là. Ça, j'adore. C'est vraiment top. Hop, donc dans les magasins bio, vous regardez bien l'intitulé, c'est écorce de citron, d'accord? Vous fiez pas à mon petit pot parce que ça, c'est mes pots d'épices à moi. Je garde pas ceux d'origine. De toute façon, il n'y en a qu'une sorte, donc vous pouvez pas vous tromper. Il n'y a pas 50 marques qui font ça. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié? Je pense que j'ai rien oublié du tout. Ah si, j'ai oublié l'essentiel, le sirop d'agave. Hop, il est là. Alors, sirop d'agave. Donc là, il faut une cup entière. Hop. Donc, on y va, on mesure. Donc moi, je l'achète en pot ou je l'achète... je vous montrerai, je ne sais pas si j'en ai là, mais... Moi, j'en consomme beaucoup, évidemment. D'abord parce que on est tous des bouches sucrées dans la famille, donc il y a souvent des desserts à la maison. Plus tout ce que je fais en atelier et pour les vidéos. Donc en fait, moi je regarde le prix au kilo. Hein. Donc en fait, c'est le moins cher, une pot comme ça. Après, si vous n'en utilisez pas beaucoup, il y a ces conditionnements là. Donc là, en l'occurrence, c'est pas de l'agave, mais vous trouvez ça en agave, vous voyez, des petits pots comme ça en plastique avec un bouchon. Ils sont très pratiques pour doser, en fait. Ça ressemble un peu à ce qu'on a pour le miel. Ce qu'on peut trouver pour le miel. Alors, je récapitule. Donc, on a l'agave, on a le citron, on a l'écorce de citron, on a le cajou, on a oublié l'huile de coco. Vous voyez qu'il faut, récapiter depuis le début. Il faut vérifier. Donc, l'huile de coco, il en faut un quart de tasse. Donc là, bah, mesurez. Hein. Donc vous pouvez mettre de la vraie coco, vous pouvez mettre de la coco désodorisée. Là, c'est de la vraie coco, en l'occurrence, parce que ça se marie très bien. Et en fait, on ne retrouve pas vraiment le goût. Donc c'est plutôt sympa. Et combien même on le retrouverait, vu que c'est des saveurs qui se marient très bien. C'est pas gênant. Voilà. Tac. Voilà, voilà. Donc, avant de préparer votre agar-agar, vous mixez déjà un coup pour que ces éléments-là soient déjà bien mélangés. Juste un petit coup, parce que toujours pour les raisons que je vous explique, c'est qu'il ne faut pas chauffer à la lame du blender. Alors, juste pour mélanger. Hein. Vous voyez, c'était vraiment juste pour dire. Hop! Le sirop d'agave, petit truc de chef, quand vous l'avez bien fermé, vous le passez sous l'eau chaude. Vous mettez un petit coup d'éponge dessous. Ça vous évitera d'avoir des placards tout collants. C'est pas très agréable. L'agar-agar. Donc là, pour ces proportions que nous avons, il vous faut un quart de cup d'eau. D'accord, donc je l'ai déjà mis dans la casserole. Et il vous faut une cuillère à café d'agar-agar. Donc l'agar-agar, là est en poudre, c'est une algue japonaise qui a la particularité de se gélifier une fois qu'elle a bouilli, 2 minutes. Donc c'est vraiment le seul truc que j'utilise dans la cuisine crue. C'est ça, en fait, qui n'est pas cru. Et puis aussi le sirop d'érable, qui est pasteurisé mais qui est plein de vertus. Là, 1 gramme d'agar-agar, vous voyez ce que ça représente comme proportion de cuit. Et surtout, ça a plein d'intérêts.
D'accord? L'intérêt surtout, c'est d'alléger vos recettes et d'avoir des textures. C'est un texturant qui est fantastique. Voilà. Et en plus, c'est pas du tout mauvais pour la santé, ça n'a aucun effet néfaste, bien au contraire, selon les Japonais. Alors, donc là, vu que c'est une petite quantité, moi je prends les petits sachets. J'ai des plus grosses quantités quand il en faut davantage. Donc là, vous dosez dans votre cuillère. Ouais, et ben ça, on va mettre l'intégralité. Hop. Donc il y a 1 gramme. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. Toc. Donc vous répartissez. Il faut savoir s'en servir hein, du agar-agar. C'est pas compliqué, mais il y a des petites règles. Donc on répartit bien. Je vous ai dit une bêtise, c'est une demi-cup d'eau, excusez-moi. Et je vérifie. C'est 2 grammes. 2 grammes de agar-agar. Hop. Et on va faire bouillir ceci. Alors, c'est tout simple. Vous programmez, si vous avez comme moi une minuterie, 2 minutes. Hop. Donc, vous mélangez un petit peu. Et vous laissez bouillir 2 minutes. Donc le bouillon vient très vite, parce qu'il y a très peu d'eau. On programme 2 minutes. Vous pouvez baisser pour pas que ça... Faut pas le brûler hein, non plus le agar-agar. Hein. Donc il faut que ça fasse un petit bouillon. Mais... L'agar-agar, ce qui est génial, c'est que vous pouvez en préparer dans un plat et vous le conservez au frigo. Ça se conserve bien en plusieurs jours, une petite semaine. Comme ça, vous avez une espèce de gelée que vous pouvez utiliser dans vos préparations salées ou sucrées. Donc l'intérêt, c'est que quand c'est déjà gélifié au frigo, vous allez juste en mettre un morceau dans votre préparation et tout de suite, ça fait prendre votre crème ou votre purée. Enfin, c'est vraiment presque instantané, c'est vraiment très chouette. Donc c'est très pratique. Moi, c'est vrai que jusque-là, je ne l'utilisais pas. Eh ben, je vais m'y mettre. Voilà. Parce que la cuisine crue peut être très très riche hein, si vous la consommez... je vais dire un petit peu comme on la trouve un peu partout sur internet. Voilà, on a des avantages comme ça avec ce type de produit, il faut l'utiliser. Alors, vos 2 minutes c'est fait. Alors là vous allez mélanger. Normalement il faut attendre 10 minutes. On va pas attendre 10 minutes, donc on va le faire refroidir en mélangeant. Parce qu'il ne faut pas le mettre brûlant dans votre préparation. Parce que sinon votre préparation elle est plus crue. D'accord? Donc, hop, on la fait refroidir. S'il faut, vous pouvez transvaser dans plusieurs ustensiles pour la rafraîchir. Donc, tant que c'est chaud, hein, c'est très, vous avez vu, c'est très fluide. Hein. On sent qu'il y a, bon, il y a quand même une petite densité. C'est pas de l'eau. Mais c'est après que ça fige. Dès que c'est au froid, paf, c'est génial ça. En plus, ça va super vite. Donc les ingrédients restent crus jusqu'à 42 degrés, d'accord? Donc il faut faire attention parce que bon là, en l'occurrence, on a quand même une bonne quantité de crème, mais si vous mettez du agar et de l'eau bouillante comme ça, c'est plus cru votre truc. Hein. Vous serez tracassé pour pas grand chose. Hein. Bon, voilà. J'ai mes petits trucs. Je sais que quand ça fume plus, c'est bon. Alors, il faut attendre que ça fume plus. Donc, je vous encourage à faire vos expériences avec le agar-agar. Moi, je vais vous en proposer d'autres maintenant. Donc, je vais essayer aussi de trouver des applications sur des recettes salées. Donc, je vais y réfléchir peut-être pour la semaine prochaine. Là, ça me semble pas mal. On va pouvoir y aller là. Allez, c'est parti.
Donc là, on cherche à mélanger, hein. On ne cherche plus à mixer, à blender. Donc pas besoin de le faire longtemps. Hop. Vérifiez juste que c'est homogène. Hop. Et on va verser tout simplement. C'est rigolo parce que ça avait déjà pris. Bon, là, on n'en aura pas beaucoup. C'est pas grave. De toute façon, il n'y a pas de gros trottoir. Et puis mes gourmands, ils en ont déjà assez eu à la maison. Donc vous raclez bien votre bol à blender. Voilà. Et vous mettez tout ça au frais. Et très vite, ça va prendre. On va rajouter des petites pensées. Ça va prendre avec la crème et ça va être super sympa. Et voilà, vos tartes sont terminées et vous m'en direz les nouvelles. Alors je compte sur vous, celle-ci vous l'essayez, vous avez vu, c'est pas compliqué, on l'a fait en temps réel. J'ai rien préparé à l'avance à part mettre de l'eau dans la casserole. Ça m'a pris une petite heure, même pas, non, 55 minutes. Donc en plus j'explique, quand vous le faites tout seul, ça va plus vite. Hein. Donc vraiment c'est très simple et vous verrez, elle est vraiment extra. Moi ce que je fais en général, j'en fais en plus grande quantité. Bon là en l'occurrence, vu que je voulais faire deux récipients différents, ça a un petit peu, comment dirais-je, un peu entamé sur mes proportions. J'en fais un peu plus, comme ça je mets dans un petit ramequin et je fais des petits desserts comme ça pour mes enfants, ils adorent. C'est très light, très gourmand et ça a un goût de bonbon, c'est ça qui est assez incroyable, mais de bonbons quoi, de vrais bonbons d'artisan, délicieux. Voilà. Donc bah faites-moi des retours et puis dites-moi ce qu'il en est. Voilà. Et ben je vous remercie pour ce soir et puis bah, je vous dis à tout bientôt. Je vous retrouverai avec grand plaisir et puis je vous embrasse. Au revoir.